commencer. Je ne sais pas si tout le monde est prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes venus à un speak karaoké, donc j'espère que vous avez tous chauffé votre voix. J'ai déjà entendu des gens chanter. Ok, bon, on va commencer du coup. Bienvenue, merci à toutes et à tous d'être venus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime bien, c'est les tests de toute catégorie, tests applicatifs, et notamment avec une librairie qui s'appelle Test Containers, qui, je l'ai découvert il y a peu, marche également en Go. Mais dans plein d'autres langages, on verra. Donc le slide le plus intéressant de la conf, qui je suis. Ouais, super. Donc je suis Nicolas Commet, je travaille chez Ubisoft Bordeaux. Oui, il y a un studio à Bordeaux. Et je travaille au sein de l'équipe streaming. Donc on fait tout ce qui est game streaming, cloud streaming, etc. On est les seuls à l'échelle d'Ubisoft, donc c'est sur Bordeaux. Vous avez peut-être ou peut-être pas entendu parler d'un des produits qu'on a sorti public qui s'appelle SharePlay. Donc c'est la possibilité de partager votre écran et de faire jouer un ami à votre jeu. Donc vous êtes en tant que hôte la personne qui va streamer à votre ami, et votre ami peut prendre le contrôle, que ce soit au clavier souris ou au gamepad de votre jeu. Ça marche sur quelques jeux à l'heure actuelle. On l'étend de plus en plus. Et voilà, donc c'est assez sympa, je vous conseille d'essayer. Et on travaille sur bien d'autres produits, c'est une bêta ouverte pour l'instant, il y a d'autres produits qui arrivent. Donc, on va parler tests de toute catégorie et tests de microservices en particulier. Je ne sais pas si vous connaissez cet article de Martin Fowler qui s'appelle Microservices Testing, qui est pour moi une belle référence de comment on applique des stratégies de test sur les microservices. Et j'aime bien ce slide parce qu'il montre les différentes catégories de tests qui existent et à quel niveau on vient tester les différentes briques de votre microservice. Vous connaissez tous les tests unitaires, donc ça c'est les tests les plus finement positionnés sur les différentes classes, différents types, etc. Et ensuite il y a les tests de composants. Donc là, moi j'aime bien les appeler aussi tests boîte noire, ça veut dire qu'on va venir stimuler le microservice de l'extérieur et utiliser des tests doubles ou des stubs pour voir comment le service réagit, et on vient contrôler que les inputs correspondent bien aux outputs. Voilà. Et enfin, il y a encore plus haut niveau, il y a les tests d'intégration, vous connaissez certainement, c'est en environnement déployé. Et enfin, les tests end-to-end, qui sont encore plus hauts. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui à deux catégories, ce sont les tests unitaires et les tests de composants, qui vont le plus nous intéresser, parce qu'au-dessus, on n'aura pas besoin de tests containers. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Voilà. On a des petites frontières qui sont marquées en couleur. Donc les tests unitaires, c'est les petits carrés que vous voyez rouges. Et les tests de composants, c'est la frontière orange. Et on voit que notamment, si on veut tester un ORM, il nous faut une implémentation souvent en mémoire d'une base de données. Et il nous faut également des stubs de clients HTTP si on veut faire des appels externes. Si on fait le parallèle avec l'architecture hexagonale, vous connaissez certainement les concepts d'adaptateurs primaires et d'adaptateurs secondaires. Donc les adaptateurs primaires, ce sont les entrées dans votre microservice, et les adaptateurs secondaires, ce sont les sorties, entre guillemets, de votre microservice. Souvent, quand on utilise une librairie telle que Spring Boot, etc., c'est assez simple de venir lancer en test de composants un client d'HTTP. On peut envoyer des requêtes lors de vos tests et voir comment le service réagit avec des implémentations différentes. Souvent, ça l'est moins quand vous avez un message broker, par exemple en entrée, ou en sortie, une base de données. Donc souvent, ce qu'on aimerait bien faire, c'est avoir une véritable implémentation d'un message broker en entrée, envoyer des messages dedans, voir comment le service répond, et éventuellement, s'il répond en sortie dans un autre tuyau du message broker, on aimerait vérifier tout ça en mode boîte noire. De la même manière, une base de données, on utilise très souvent dans les tests de composants des bases de données mémoire ou des bases de données H2, par exemple, des choses comme ça. Et ça, c'est pas optimal. C'est pas optimal pour plusieurs raisons. On va prendre l'exemple de la base de données relationnelle, un exemple assez classique. Il y a un article de Philip Auer qui s'appelle Don't use H2 in-memory database, qui explique très bien pourquoi il ne faut pas le faire. Les raisons principales,
c'est qui ne s'est jamais cassé la tronche sur un déploiement en prod avec une migration de schéma. Ça marche très bien sur ma machine pendant mes tests. Je déploie ma migration de schéma et crac, ça ne marche plus. Quid des données existantes en base de données? Vous vérifiez jamais que votre service a un comportement par rapport à des données qui peuvent exister au préalable dans une base, par exemple. Et après, plein de petites subtilités joyeuses sur les dates et les times. Hein. On connaît tous les problèmes en base de données. Et les différents standards SQL. Par exemple, il y a plein de problèmes avec ça souvent quand la base H2 va se comporter d'une façon et la base SQL Postgre de prod, elle va partir en carafe dès qu'on lance la requête. Donc pour toutes ces raisons-là, on aimerait bien avoir une solution. On aimerait bien se dire, je veux tester au plus proche de mon environnement déployé sans avoir un environnement déployé à disposition. Et comment on fait? En 2015, il y a une librairie Java qui est arrivée avec tout l'écosystème JUnit qui s'appelle Test Containers. Et je l'ai beaucoup utilisée, elle est très pratique. Et elle permet, grâce à des rules, des classes rules ou des extensions avec JUnit 5, de venir lancer un container Docker avant l'exécution de vos tests unitaires. Donc ça a plein d'applications très pratiques. Et comme là j'ai changé d'équipe et d'entreprise et que je fais plus que du Go, je me disais tiens c'est dommage, j'aimerais bien avoir ça en Go. Bingo, en fait la librairie existe également en Go depuis 2019. Et s'intègre à tout l'écosystème GoTest qui vient avec Go par défaut. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Normalement, c'est pour ça que vous êtes là. J'espère. C'est pas pour la chanson. Concept. J'en ai vu qui rigolent. Concept. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour Test Container? Il nous faut d'abord un prérequis, c'est Docker ou Podman. Ça marche aussi avec Podman pour les irréductibles. Et ensuite, il faut s'intégrer au test unitaire ou au test de composants, comme je le disais, dans un contexte Docker. On peut scoper le lancement du conteneur à un petit test en particulier ou à toute la test suite. Ça évite notamment d'avoir à relancer le container, de perdre la base de données à chaque test ou je ne sais pas. Donc on peut le lancer pour toute la test suite. Et enfin, c'est des conteneurs jetables. C'est très pratique parce que chaque test peut être responsable de ses données, les créer. Et ensuite, on vient stopper le conteneur. Et si on n'a pas de volume, ce que je recommande, on perdra les données et on peut repartir sur une base saine. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qu'apporte Test Container dans le schéma de tout à l'heure? En fait, on va pouvoir venir tester notre repository. Si vous faites du DDD, on peut venir tester l'implémentation spécifique à une base de données, par exemple, grâce à Test Container. Et on peut se passer complètement de la base de données mémoire. Donc on peut utiliser en fait la limite orange là, elle revient sur l'external data store mais qui n'est pas externe, qui est juste conteneurisé. Et on peut également venir tester donc cette implémentation et les ressources publiques par exemple. Si on a un broker de messages, on va pouvoir envoyer les messages dans un vrai broker de messages, faire réagir notre service et faire les asserts sur les sorties du broker de messages en venant listen dans les, dans les channels, dans les pipelines, ce que vous voulez. Maintenant, on va faire un peu de Go. Donc, pour l'exemple, on va prendre un domaine qui m'est un peu cher en ce moment. J'ai pris comme exemple un jeu et un repository, donc au sens DDD, de jeu. Il y a un code PEGI, vous savez, PEGI 18, PEGI 16, etc. Un ID de jeu qui peut être considéré comme un value object ici, pour le repository. Et là, on est dans la partie de domaine de mon microservice, donc j'ai mon repository à jeu et une fonction pour les récupérer tous, une pour en ajouter un ou le remplacer, une fonction pour l'enlever, une fonction pour récupérer un jeu par son ID. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Et ensuite, moi, en tant que dev, je vais faire mon implémentation côté infrastructure de mon microservice, au sens DDD bien sûr, de mon Mongo All Games. Donc, comment je vais faire? Mon Mongo All Games, je prends mon client Mongo, c'est du classique. Là, je vous montre juste la fonction add. Je fais un replace one avec un underscore ID, etc. Bon, voilà, rien d'extraordinaire. Mais ça, maintenant, c'est ce que je vais vouloir tester. Donc, en premier, je viens d'écrire, là, à partir de maintenant, c'est la librairie Test Container. Donc, je viens d'écrire mon conteneur. Donc, je dis que je veux un conteneur Mongo 5.0.8, que je veux exposer le port TCP 27017, qui est le port standard Mongo,
Et je vais dire, je considère que mon conteneur est prêt, parce qu'il est en wait en fait. J'attends que le port soit exposé, le port 27017 interne soit exposé. Il y a un listen dessus. Ensuite, je viens déclarer mon générique container avec ma requête de conteneur et je dis j'attends qu'il soit démarré. Ensuite, je viens très facilement récupérer, parce que ce que va faire test container, c'est qu'elle va démarrer le conteneur, elle va mapper un port sur le port existant de la machine, qui est libre, le premier port de libre, mais je ne le connais pas. Donc pour le connaître, je fais très simplement un mapped port du port 27017, et ça va me donner l'URL à laquelle est accessible ma base de données. Ça va être un port, je sais pas, je dis n'importe quoi, 52 323 par exemple. Donc là, j'aurai MongoDB .localhost 2.53 223. Port mappé sur le 27017 en interne. Une fois que j'ai ça, et comment on s'intègre au test unitaire en Go? Un Go permet en standard d'avoir une fonction qui s'appelle testMain. Et ce testMain, c'est ni plus ni moins, si vous faites du Java, c'est l'équivalent d'un before et d'un after combiné, en mode middleware. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est avant le run va être le before, et tout ce qui est après le run va être le after. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'avant tous mes tests, je viens appeler ma base de données que j'ai démarrée dans mon contexte. Donc là, mon conteneur tourne à partir de l'affectation de la variable URI. Et ensuite, je viens déclarer un réel client MongoDB sur ma base. Et j'instancie l'implémentation MongoDB de mon repository à jeu. Et après, j'ai un defer qui veut dire qu'après mes tests, donc après le m.run, je vais venir déconnecter proprement ma base de données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant je peux tout tester. Donc mon implémentation, quand je vais lancer ce test, le test main va se lancer avant, va démarrer mon conteneur de base de données, et là je peux venir tester que quand j'ajoute un jeu dans ma base de données et que je viens faire un get par son ID, je le récupère. Donc ça, c'est en peu de lignes, en fait, j'ai fait quelque chose qui est très pratique, c'est que je teste une vraie base de données dans mes tests unitaires. Maintenant, on va passer à la démo. La démo se passe toujours très bien, donc il n'y a pas de risque de fail. Comme cette démo chez Tesla de vitre incassable. Alors, avec un micro, hop, voilà. Donc là, j'ai mon domaine, rien d'extraordinaire. Je vais aller voir, en fait, donc c'est ça, ce que je vous parlais du test main, donc c'est le fameux before de mon test qui va venir créer une base de données, m'y connecter et instancier. Soit si mon démon Docker ne tourne pas sur ma machine, je vais fallback sur l'implémentation mémoire. Bon, je ne le conseille pas trop, mais là je l'ai fait. C'est ce test-là, en fait. Si j'arrive pas en fait à me connecter à mon Docker, je vais prendre une même, donc en mémoire, .newAllGames. Et si j'ai mon Docker container, je vais faire un mongo.newAllGames avec mon client instancié. Et ensuite, j'ai mes tests ici. Donc là, si je vous montre que je lance tous mes tests unitaires, je n'ai pas démarré mon Docker. Donc là, ce qui va se produire, ça compile, voilà. Là, en fait, on voit que le test m'a dit j'ai pas réussi à me connecter à un Mongo qui existe sur ta machine. Je fallback sur l'implémentation mémoire. Et tous mes tests passent. J'ai réussi à rajouter un jeu, à remplacer un jeu, à récupérer un jeu et à récupérer tous les jeux. Bon, maintenant, vous me croyez sur parole, mais j'ai démarré mon Docker parce que sinon, c'est pas rigolo. Donc là, je démarre mon Docker en local sur ma machine. On va attendre qu'il boot tranquillement. Pendant ce temps, vous pouvez chanter si vous voulez. C'est bon, il est démarré. Donc là, simplement, je relance les tests. Et là, on voit qu'il y a un comportement différent. Test container, ça allait très vite en plus, vous avez vu. Il n'y a pas beaucoup d'overhead de temps par rapport au test en mémoire. Là, ce qui s'est passé, bon, j'avais déjà l'image dans mon registry, c'est pour ça que c'était rapide. Mais il a démarré le container Ryuk. Alors ça, Ryuk, c'est un conteneur interne à Test Containers. Ryuk, si vous connaissez Death Note, la série, Ryuk, c'est le conteneur qui kill tout. Voilà. C'est un conteneur qui vérifie qu'il n'y a plus de volume, qui traîne, qu'il n'y a plus de machin, et lui, son rôle, c'est de tout péter. J'aime bien le nom d'ailleurs. Et ensuite, ça lance mon image que j'avais demandé, donc MongoDB. Et ensuite, moi, j'ai logué que test containers, mon container MongoDB is now running at, et vous voyez le port
le port mappé sur ma machine. Et ensuite, je lance tous les tests. Et là, ce qui se passe, c'est que tous ces tests-là ont effectivement manipulé une vraie collection MongoDB sur ma machine. Et donc les possibilités sont infinies, parce que là c'est du MongoDB, j'aurais pu faire du Postgre, j'aurais pu injecter des migrations de schéma avant, j'aurais pu faire... C'est ce qu'on fait effectivement nous en production, enfin plutôt en test, et j'aurais pu faire du DynamoDB avec l'image DynamoDB, enfin voilà. Donc là je viens de garantir que mon implémentation de mon repository fonctionnera une fois déployé dans mon environnement de UAT, prod, etc. Du coup, si vous souhaitez avoir accès à ce code-là, vous avez un QR code, si ça vous intéresse. C'est sur mon GitHub. Vous avez un article Medium que j'avais écrit pour expliquer un peu la même chose, avec plus de blabla, et également le code repo. Donc je vous laisse un petit moment si vous voulez scanner cette partie-là. Je regarde si je suis en avance. Ouais, je suis vraiment en avance. Du coup, là, vous avez les exemples de code. Je vous laisse le temps de scanner si vous avez envie. J'aurai plusieurs slides de QR code. C'est à la mode. Après, je vais vous donner un QR code vers les slides. Vous pouvez rescanner les QR codes qui sont dans les slides et vous pouvez avoir les QR codes grâce à ce QR code. C'est QR Codeception. CI/CD. Donc maintenant, c'est intéressant. Vous allez me dire, j'ai fait ça. Les devs sont capables de lancer tous les tests avec des vraies bases. C'est super. Mais je fais comment dans ma CI/CD? Ça doit être super galère, n'empêche de faire du Docker dans ma CI/CD. Ben non, parce que la plupart des CI maintenant savent exécuter dans un contexte Docker, et encore mieux, ont des services, comme GitLab par exemple. Et GitLab est capable de vous donner un service qui va vous faire du socket binding directement. Alors le socket binding, c'est votre runner GitLab va monter une socket, au même titre qu'un volume, c'est un -v socket, et va vous monter cette socket sur le démon qui est sur le host de votre machine effective. Et après, vous pouvez faire du Docker in Docker aussi. C'est un service sous GitLab qui existe. Donc il y a deux choix. Soit vous faites du socket binding avec un Docker runner, soit vous faites du Docker in Docker. C'est un service qui existe déjà sous GitLab. Et il faut juste en fait donner l'accès au runner, au démon Docker. Ça marche pareil sous Jenkins. Il va falloir monter le volume vers la socket. Et enfin, vous lancez go test -v ./. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas Go, ça veut juste dire je lance tous les tests de manière récursive dans le répertoire courant. Voilà. Et là, si ça détecte un contexte Docker, vous avez tous les tests qui garantissent en CI que ça marche avec une vraie base de données, avec un vrai broker de messages, etc. Alors, quels langages sont supportés par Test Containers? Beaucoup. Il en manque un, je crois que c'est Scala, qui n'est pas écrit ici. Il existe. Hein. Donc, il y a Java, Go, .NET, Node, Python, Rust et également Scala. Donc, ça fait quand même pas mal de choix. Il y a beaucoup de contributions, il y a beaucoup de likes, on voit. Hein. L'historique, elle a plus de 6000 stars. Et on voit que Test Container Go est pas loin derrière, derrière .NET, ce qui arrive avant. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pratique. Voilà, il y a plein d'adaptations de cette lib dans plein de langages différents, c'est vraiment cool. On a de grandes chances de trouver le langage avec lequel on travaille. Voilà maintenant le fameux QR code des slides où vous retrouverez les autres QR codes. Et je ne sais pas si du coup il y a des questions. Déjà, je peux les prendre parce qu'on a le temps. Du coup, je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, il est 20. Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Que des gens ont des... Ouais. Alors, est-ce que tu as une stratégie? Enfin, tu peux répéter dans le micro, ouais, merci. Ah, c'est mieux, comme ça vous m'entendez mieux. Dans l'usage des tests avec une base Mongo ou n'importe quelle base, quelle stratégie de gestion des données de test tu emploies? Est-ce que tu les intègres dans l'image Docker ou est-ce qu'elles sont à côté? Alors tu parles de données existantes avant le run des tests? Des données métiers en fait, des données qu'on trouverait vraiment sur la prod en fait. Alors il y a plein de possibilités. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que chaque test soit responsable de ses données. Au sens où je ne vais pas partir du principe qu'il y a des données dans la base, je vais dire chaque test
va injecter son propre UID qui génère, par exemple, si mon ID de mon document c'est un UID, chaque test va manipuler son propre UID et j'essaie de ne pas avoir d'interaction entre les tests si je les lance tous en même temps. Je ne sais pas si c'était la question. Après, si tu souhaites injecter des données qui sont des prérequis à l'exécution de tes tests, et ça c'est déjà pour moi un smell, tu peux le faire par une ligne de commande Mongo import, Mongo restore ou je sais pas, tous ces trucs-là. Et puis pareil dans Postgre, tu peux injecter des données grâce à l'import de données avant tes tests. Mais moi, ce que je conseille vraiment, c'est que pour des tests, peu importe leur type, composant, unitaire, c'est vraiment que chaque test soit vraiment indépendant sur la gestion de ces données. Chaque test est responsable de positionner les données telles qu'elles doivent l'être avant le test et après on peut les laisser vivre puisque le prochain test va aussi créer ses propres données et les manipuler. Donc voilà. Après c'est un exercice supplémentaire par rapport à une base mémoire. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte si on a une test suite de plein de tests que les tests partagent la même base de données et donc on doit s'assurer que les données soient bien séparées en fait pour les différents runs des tests. Mais c'est une bonne pratique, c'est sain parce que ça force aussi à réfléchir à ce qui va se passer dans la vraie base. Alors que quand on fait une base mémoire, on dit en fait, je m'en fiche quelque part, mes données, elles n'existent pas, je les crée, bon voilà, j'ai pas vraiment d'ID, j'ai pas de clé primaire, j'ai rien, donc je sais pas trop quoi. Alors que là, ton test va devoir vraiment s'assurer de est-ce que ma clé primaire est bien isolée pour mon test, est-ce que j'ai une référence vers une donnée qui est nécessaire, est-ce qu'elle existe ou pas, est-ce que ça force à réfléchir en termes de scénario aussi. Est-ce que mes données sont bien positionnées? Voilà. Je ne sais pas si c'était l'objet de la question. Tout à fait, merci. Merci à toi. Il y a 2 questions. Merci. Est-ce que vous utilisez Test Containers aussi pour du test end-to-end pour spawner vos propres services dans des containers temporaires pour leur injecter des données ou ou des requêtes ou n'importe quoi, donc sur un scope un peu plus grand, et est-ce que ça marche? Alors je ne le conseillerais pas parce que pour moi un test d'intégration ou un test end-to-end c'est un test sur un environnement déployé. Donc là je conseillerais de plutôt faire vos injections de données dans l'environnement de dev ou UAT ou test et vous injectez toutes les données qui sont nécessaires à l'exécution du test, du vrai scénario utilisateur. Et après voilà. J'utiliserai pas Test Containers parce que je l'utiliserai pas pour faire du stub. C'est-à-dire je l'utiliserai pas pour démarrer un container qui va s'assurer que quelque chose qui n'existerait pas, je l'utiliserai pas pour combler quelque chose qui n'existe pas en fait. Je sais pas si c'est clair. Un test d'intégration est un test d'intégration, c'est-à-dire qu'il s'exécute dans un contexte, réel. Donc il n'y a plus de test container, il n'y a plus de container que je spawn, je le ferai pas quoi. Ok, merci. Pour revenir juste à la stratégie de test dont tu parlais avant, est-ce que la technique que tu utilises risque pas de créer un biais dans les données que tu crées en disant je dois me forcer à créer une donnée comme ça, donc forcément mon test il va marcher? Un biais, je ne sais pas si c'est un biais, mais pour moi ça lève plutôt des problématiques qui risquent d'arriver, des réelles problématiques qui risquent d'arriver plus tard. Alors que, comme je disais, si tu travailles avec une base mémoire, tu ne penses pas à certaines choses qui pourraient se produire. C'est le principe du TDD. Tu écris ton test, tu regardes comment il se comporte en base. Et souvent, alors même avec de l'expérience, quand on écrit une implémentation d'un repository avec une vraie base de données où combien de fois, moi, je lance j'étais certain que j'avais bien implémenté. Je lance juste un replace, add, get, all, comme ça, là, et je me rends compte qu'en fait, non. Il y avait un problème sur un replace parce que j'avais pas fait un truc de la bonne manière. Et là, je me pose plus la question parce que j'ai une vraie base qui tourne derrière et elle agit pareil. Idem pour les migrations de schéma. Donc pour moi, les avantages que ça apporte par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura un biais sur la façon de créer les tests. Normalement, si tu fais du DDD, ton repository, il n'a aucune connaissance de comment j'implémente mon repository au moment d'écrire les tests. C'est-à-dire que je fais juste un add,
Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et quand je fais un get, je veux que le truc que j'ai add revienne. C'est tout ce qu'on sait. Mais ça pourrait être l'appel vers un service en HTTP avec un client HTTP. Ça peut être la lecture-écriture dans une base de données. Ça peut être l'écriture dans un broker de messages et la lecture dans un broker de messages. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment le test en mode DDD. Je teste sur le schéma que j'avais fait, c'était vraiment le test de l'interface du repository plutôt que de l'implémentation concrète. Mais là, du coup, je viens avec le test container, je viens démarrer la base dont je sais que l'implémentation va être comme ça en prod, et je joue les mêmes tests. Donc je peux substituer en fait l'implémentation et voir si mes tests passent toujours. Voilà. Merci. Une autre question? Oui. Bonjour, dans la démonstration, on a vu le cas avec une base de données, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça marche avec d'autres types de serveurs comme un broker ou est-ce que ça a du sens aussi de le faire? Merci. Ah, oui. Alors pour le broker de messages, c'est un sens parce que en fait, déjà la plupart des libs vont pas de tests, je parle, vont pas gérer les brokers de messages de base. J'en connais peu. Après, oui, les serveurs, enfin les clients, oui, les serveurs, c'est ça, HTTP, Spring Boot, vous pouvez démarrer le conteneur, enfin le contexte Spring, il va vous démarrer le serveur HTTP. Vous pouvez envoyer les requêtes avec la librairie test Spring. Quand c'est un broker de messages, nous on faisait du RabbitMQ avant. Donc je connais très bien le problème, c'est que RabbitMQ, il y a très peu de librairies autour dans les langages en général. Donc là, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on faisait, on lançait le service, on disait au service, dans le contexte Spring, connecte-toi sur cette base, qui est une base que j'ai lancée par mon test container, connecte-toi sur ce broker de messages qui tourne dans mon container, et ensuite les tests, on va dire BDD, ce qu'on faisait, on envoyait on faisait du CQRS, mais peu importe, on disait, j'envoie telle commande dans le broker de messages, et je fais telle lecture dans le broker de messages, telle query dans le broker de messages, et je m'assure que c'est cohérent avec l'action que je viens de faire. Est-ce que la mutation que j'ai faite se constate bien par la lecture de la query? Et ça, il y a un double avantage, c'est que de le faire avec test container, non seulement on le teste, mais on teste le réseau aussi. Parce que si vous ne le faites pas, tout ce qui est sérialisation, désérialisation, etc., vous avez beau le tester unitairement, là, je suis certain que je vais envoyer quelque chose, il y aura du vrai network qui va se produire, et que j'aurai c'est ça, en fait, la valeur, pour moi, elle est là aussi. On teste le vrai network dans ce cas-là. Et on ne teste pas un composant isolé. On le teste dans son environnement naturel. C'est quand même vachement confortable en termes de test. Merci.